Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, comme Benoît le rappelait, j'ai un intérêt tout particulier pour la question du végétal, en particulier au cinéma, dans la culture visuelle en général. Et ces dernières années, je me suis vraiment intéressée aux représentations du végétal. J'ai intitulé ma présentation d'aujourd'hui « À l'écran, le végétal s'anime ». Comme le rappelait Benoît, j'ai un intérêt tout particulier sur la façon dont le cinéma, effectivement, pour citer un cinéaste français des années 20 qui s'appelait Jean Epstein, donc la façon dont le cinéma a contribué à fabriquer et à révéler des vies, parfois des vies insoupçonnées. Et donc en particulier le végétal, je commence un tout petit peu par cette image qui est absolument symbolique. C'est une vidéo d'une artiste brésilienne qui s'appelle Katia Maciel. La vidéo en question s'intitule « En arbre ». Et donc c'est une vidéo un peu particulière parce qu'elle est constituée d'une couche immobile fixe, donc une photographie sur laquelle on a incrusté donc l'image de l'arbre, donc l'image animée de l'arbre, et l'impression qu'on a, c'est que en fait l'arbre ressemble un tout petit peu à un cœur qui bat. Donc c'est la question du souffle, de la respiration, du souffle qui ressort. Alors on sait très bien que les plantes et les arbres sont des êtres vivants qui respirent, mais ce qui m'intéresse ici dans cette image, avant de commencer, c'est vraiment l'emblème de cette animation propre justement aux images en mouvement. Mais je vais vite passer à des choses plus sérieuses. Alors pourquoi le cinéma? Le cinéma, il faut le penser comme une médiation technique entre l'homme et le vivant, et le non-humain. Je m'intéresse effectivement tout spécifiquement à cette question du non-humain et à la façon dont cette médiation technique, qui est celle de la caméra, nous aide peut-être à repenser notre rapport en tant qu'être humain avec ces non-humains. Ça pourrait être les animaux, mais aujourd'hui je vais parler donc de plantes. Donc la caméra nous permet de voir plus, de voir mieux, de voir autrement. C'est quelque chose qui a été souvent rappelé au début du XXe siècle. En fait, le cinéma, suite aussi à l'invention évidemment de la photographie, vient révéler tout un domaine du visible, et souvent grâce au couplage avec d'autres appareils, d'autres instruments comme le microscope, etc., ou le télescope, vient élargir considérablement le domaine du visible, et donc les images cinématographiques et autres ont potentiellement une fonction heuristique. Elles nous ouvrent des pistes, elles nous permettent en fait de penser et d'imaginer des choses parce qu'elles révèlent justement tout un champ du visible qui n'était pas disponible à notre œil humain auparavant. Donc elles nous donnent accès à ce nouveau domaine, et on va voir que du côté justement de la recherche scientifique à la fin du 19e et au début du 20e, pour ce qui est en particulier du mouvement des plantes, cette question est très importante. Le cinéma est aussi le lieu de multiples fabulations sur le vivant. Cette question de la fable, de la fiction est effectivement très importante, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais faire juste un tout petit panorama très général sur cette question, alors que Benoît évoquait, de l'intelligence végétale, en rappelant à quel point, donc dans différents terrains ou domaines qui vont effectivement de la biologie à la philosophie, à l'anthropologie, on fait circuler aujourd'hui toute une série de notions et concepts qui ne sont pas du tout synonymes, mais qu'on pourrait réunir sous le chapeau, alors entre guillemets, de cette supposée intelligence végétale. Donc je commence par un petit rappel autour surtout de livres publiés en anglais. Donc What a Plant Knows, qui est un livre qui a été traduit en français comme le sens des plantes du biologiste américain-israélien Daniel Chamovitz, où la question de la conscience des plantes est donc énoncé à la fin de l'ouvrage. Plant Behavior and Intelligence, donc c'est un biologiste écossais, Anthony Trewavas. Donc justement, dans le titre, on retrouve cette idée d'intelligence.
en ouvrage et en fait en scientifique italien qui est beaucoup plus polémique, qui est Stefano Mancuso, et je pense qu'on va revenir en fait à ce travail parce qu'il propose aujourd'hui l'idée d'une neurobiologie végétale. Je pense que Marc-André Selos va revenir sur cette idée qui est en soi presque une provocation, puisque parler de neurobiologie à propos de plantes qui n'ont pas de cerveau ni de neurones est en soi peut-être un peu contradictoire, mais je laisse évidemment Marc-André commenter tout cela. Ensuite, du côté de la philosophie, Michael Marder, je pense que ce livre va d'ailleurs paraître bientôt en français, Plant Thinking, A Philosophy of Vegetal Life. Et donc c'est un philosophe américain, alors qui lui refuse l'idée d'intelligence, mais dit les plantes sont capables de penser. Donc c'est le thinking. Parfois ces questions de traduction sont aussi un peu compliquées. Emanuele Coccia, philosophe italien basé à Paris, La vie des plantes, une métaphysique du mélange. Donc on travaille aussi qui est très important du côté des propositions autour justement de l'intelligence végétale. Et puis on travaille dans l'anthropologue Jeremy Narby, Intelligence dans la nature, qui a aussi été traduit en français. Et donc je me permets de le rappeler pour dire que cette question de l'intelligence, en fait, elle peut se décliner dans différents terrains du savoir, que la philosophie, la biologie, l'anthropologie aujourd'hui, en fait, sont des disciplines qui, donc chacune de leur côté, se posent la question de définir, qu'est-ce qu'on peut alors définir comme étant un être intelligent, et est-ce que l'humain a ou non l'exclusivité de l'intelligence. Alors, quelques références aussi en français sur cette question de l'intelligence végétale. Le travail de Francis Allais, je pense que tout le monde le connaît, Éloge de la plante. Jacques Tassin, donc chercheur plutôt en écologie, à quoi pensent les plantes, penser comme un arbre. Mais juste pour revenir à ce que j'étais en train de dire sur cette idée de vraiment de disputer, par exemple, donc l'idée que les êtres humains ont l'exclusivité de l'intelligence. Le travail de cet anthropologue américain qui s'appelle Eduardo Cohn est absolument symptomatique de ça. Donc, comment pensent les forêts ? Et donc, il y a tout un courant de l'anthropologie aujourd'hui qui essaie justement, comme on dit, de peut-être désanthropologiser la discipline, c'est-à-dire faire avancer l'anthropologie du côté justement du non-humain et en pensant les rapports entre les humains et les non-humains, alors beaucoup dans le contexte de la forêt amazonienne, etc. J'avance. Parce que le temps passe. Donc moi, je vais m'intéresser plus spécifiquement à ce qui s'est passé. Donc je vais faire un petit parcours illustré avant d'arriver au cinéma. Je m'intéresse tout spécifiquement à ces médiations graphiques du végétal et mon hypothèse d'historienne des images consiste à dire que ces médiations graphiques donc, du végétal et donc toutes ces images et surtout des images scientifiques qui commencent à être produites à partir du milieu du 19e siècle dans le contexte des recherches sur le mouvement des plantes, parce que ces recherches sur le mouvement des plantes se multiplient dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc, ce qu'on appelle la physiologie végétale va connaître un développement très important. Et donc, mon hypothèse consiste à dire que ces médiations graphiques du végétal nous ont aidé du côté justement de la culture visuelle, et on va voir de la culture populaire, parce que même si à l'origine ces images sont parfois des images scientifiques, elles vont circuler et elles contribuent à faire exister cette possibilité d'une intelligence végétale. Donc c'est là qu'elle joue un rôle, à mon avis, majeur. Alors je commence par rappeler le travail d'Étienne Jules Marais, que tout le monde connaît aussi, physiologiste français très important du 19e siècle. C'est lui qui va pas, alors il va pas inventer ce qu'on appelle la méthode graphique, mais il va contribuer considérablement au développement de cette méthode graphique, qui consiste donc à utiliser une série d'appareils plus ou moins complexes et qui ont donc cette capacité de traduire graphiquement et en gardant une trace
trace dans la durée du mouvement des corps, mais aussi évidemment du mouvement des plantes. Et donc je vous disais justement que dans cette deuxième moitié du 19e siècle, les études sur le mouvement des plantes se multiplient, en particulier en France et en Angleterre. Et donc, Paul Bert ou Darwin vont par exemple beaucoup utiliser cette méthode graphique qui avait été donc considérablement développée par Marais pour épauler leurs travaux de recherche sur la question du mouvement des plantes. Et donc, grâce à la méthode graphique, on va pouvoir documenter pour la première fois et découvrir toute une complexité toute la complexité et l'amplitude, par exemple, des mouvements des plantes. Certains étaient déjà connus au début du 19e siècle, mais donc la méthode graphique, l'utilisation de la méthode graphique, et en particulier donc, dans ce travail très célèbre de Darwin, le pouvoir du mouvement dans les plantes. Donc Darwin va mettre au point toute une série d'appareils, souvent très complexes, qu'il fabrique lui-même, qu'il va bricoler lui-même avec son fils, Francis Darwin. Et c'est grâce à l'utilisation de ces appareils qu'il se rend compte en fait de la complexité, de l'amplitude de toute une série de mouvements justement des plantes. Et c'est dans ce travail-là qu'il va avancer une hypothèse qui fait une suggestion dans le dernier paragraphe du livre. Il dit la racine des plantes en fait est comme en cerveau. Et donc il y a eu toute une polémique autour de cette suggestion, mais peut-être qu'on y reviendra justement par le biais de cette neurobiologie végétale dont on parle aujourd'hui. Donc voilà encore quelques images. Donc la faculté motrice dans les plantes, c'est la traduction française de Darwin. Dans beaucoup d'ouvrages sur ces questions, donc de la fin du 19e et du début du 20e, vous trouvez donc ces graphiques, ces diagrammes. Et donc moi, encore une fois, je pense que la présence de ces images a une fonction heuristique et justement, elle contribue à ouvrir le chemin qui va mener, in fine, à la formulation de cette hypothèse générale sur l'intelligence des plantes. Il y a un scientifique indien qui a été plus ou moins redécouvert ces dernières années, qui a aussi joué un rôle extrêmement important, donc Chunder Bose, qui a publié énormément sur ces questions au début du XXe siècle, en sachant qu'en 1927, donc là je vous cite, je fais référence à un livre très illustré, avec des images qui sont souvent assez frappantes, comme celle que je vous montre, les autographes des plantes et leurs révélations. Donc là, c'est la plante qui s'écrit elle-même, c'est l'idée de l'autographe. C'est aussi ce fantasme évidemment autour de la technique. La technique permettrait d'avoir accès à une représentation qu'on fantasme à ce moment-là comme étant une représentation objective. Donc la plante s'écrit elle-même, elle dessine toute l'amplitude de ses mouvements. Évidemment, en 1927, le cinéma existe déjà. Le cinéma qui a été présenté donc par le cinématographe des Frères Lumière, qui a été présenté au public à la fin de 1895, et en 1896 en Allemagne, pour la première fois, on va tourner un film sur le mouvement des plantes. Donc tout de suite, en fait, le cinéma est mis au service comme une technique qui permettrait justement de développer l'étude du mouvement dans la continuité de la chronophotographie de Marais et de la méthode graphique. À l'Institut Marais, au début du XXe siècle, Lucien Bull va développer donc un appareil qu'on voit là à gauche, qui va donc documenter l'éclosion d'une fleur de volubilis. Et je vous montre un film donc, de ce grand pionnier du cinéma scientifique français qui est le médecin et biologiste Jean Commandon. Et donc très très vite, les scientifiques vont se saisir de cette capacité incroyable qu'a le cinéma, qui est celle de pouvoir, entre autres, condenser le temps
Et donc, ils vont utiliser l'accéléré pour documenter et étudier donc la croissance des végétaux, hein, pour paraphraser ou pour citer le titre de ce film de 1929. C'est un film de 1929, mais à partir de la fin des années 10, il y a vraiment toute une série de films qui sont réalisés et qui vont dans ce sens-là. Alors ça surgit aux yeux des spectateurs comme une révélation, comme quelque chose d'absolument formidable, parce qu'encore une fois, on sait bien que les fleurs éclosent, mais de le voir comme ça, donc avec ce temps condensé, qui en quelque sorte, donc la médiation de la technique, qu'est-ce qu'elle fait ici, et la présence d'ailleurs de l'horloge est intéressante là-dessus, elle vient raccorder deux rythmes de vie qui sont différents, le rythme de l'être humain et le rythme de la plante. Et donc le cinéma travaille quoi? Il travaille cette matière qui est le temps et est donc capable, s'avère donc capable de faire ce raccord entre deux temporalités. Je vais avancer parce que j'ai d'autres films à vous montrer. Donc, je vous mets ces citations que je ne vais pas nécessairement lire, mais ce que je veux rappeler, c'est que pour les spectateurs de l'époque, c'est une énorme révélation. Ils sont très impressionnés par ces images, ils sont absolument émerveillés. Et donc des films qui sont produits dans un contexte scientifique, par des scientifiques, et qui sont souvent prévus par les scientifiques à leur origine comme pour être utilisés dans des salles de cours, en fait ils commencent à être montrés dans d'autres contextes, et les spectateurs sont émerveillés. Donc deux citations d'une cinéaste française, Germaine Dulac, et de Colette, donc l'écrivain. Je lis juste la dernière parce que sur la question de l'empathie, elle est très intéressante. L'accéléré enregistra la germination d'un haricot, la naissance de ses radicelles foreuses, le bâillement avide de ses cotylédons, d'où jaillit, dardant sa tête de serpent, la première tige. À la révélation du mouvement intentionnel, intelligent de la plante, c'est là qu'on voit l'impact en fait de ces films, cette idée de l'heuristique dont je parlais, y compris dans cette culture populaire. Donc on se met à dire révélation du mouvement intentionnel intelligent de la plante, je vis des enfants se lever, imiter l'ascension prodigieuse de la plante qui grimpait en spirale, tournait en obstacle, tâtait son tuteur, elle cherche, cria un petit garçon passionné, il rêvait d'elle le même soir et moi aussi. Donc il y a une forte, ça c'est aussi la magie du cinéma, une empathie qui se crée entre le spectateur humain et cette plante. Ce cinéaste dont je parlais tout à l'heure, Jean Epstein, cinéaste français très très important qui a beaucoup écrit, lui il dit que le ralenti et l'accéléré, donc cet accéléré qu'on va retrouver toujours dans ses films, révèle un monde où il n'y a plus de frontières entre les règnes de la nature. C'est ça que le cinéma est capable de faire. Tout vit, la pourriture est une renaissance. Je ne vais pas vous montrer de films sur les moisissures, mais beaucoup de films justement sur les champignons et les moisissures illustrent très bien cette idée de la pourriture comme renaissance. En 1946, Jean Epstein me semble ouvrir, c'est là qu'il touche à quelque chose d'intéressant aussi, en cours film documentaire qui décrit en quelques minutes 12 mois de la vie d'un végétal, depuis sa germination jusqu'à sa maturité et à sa flétrissure, jusqu'à la formation des graines d'une nouvelle génération, suffit à nous faire accomplir le plus extraordinaire voyage, la plus difficile évasion que l'homme ait encore tenté. C'est quoi cette évasion? Alors, ma proposition, parce que j'aimerais vous parler un tout petit peu de quelque chose qui était déjà peut-être un peu visible dans le film de Jean Comandon, c'est le problème de l'anthropomorphisme. Est-ce que le cinéma est en train, en fait, d'anthropomorphiser ces plantes? Et donc, cette évasion, je dirais, et surtout en connaissant un tout petit peu la pensée de Jean Epstein, cette évasion à laquelle il fait allusion, c'est s'évader de nous-mêmes, c'est s'évader en quelque sorte d'une forme d'anthropocentrisme, donc pas nécessairement d'anthropomorphisme. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu la différence entre les deux. Et donc, je pense que Jean Epstein a compris que le cinéma avait cette capacité au moins à nous inviter à repenser notre supposée centralité dans le monde, et le rapport qu'on peut avoir justement avec des non-humains comme des plantes. Alors, je vais vous montrer quelques films et peut-être faire un
petit point sur ça. Alors, j'évoque ça parce qu'il y a un film, Raoul Heinrich français est un biologiste austro-hongrois qui sera fortement impacté par un film que je vais vous montrer dans un instant. Et en fait, je cite ce passage parce qu'il fait écho vraiment à la suggestion de Jean Epstein, selon laquelle le cinéma efface les frontières entre les règnes de la nature. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois un dialogue à créer entre les propositions qui viennent du cinéma et certaines propositions, certes minoritaires, mais qui sont faites du côté des sciences naturelles au début du XXe siècle. Donc cette idée aussi, donc le naturalisme moderne ne peut plus se limiter étroitement à l'étude des plantes ou des animaux, car la vie, et souvent dans ces films, le problème de la vie et d'une forme de vitalisme est aussi très, très présent, car la vie sous ses diversités multiples résout le problème de façon pratique. Donc, est-ce que ces propositions que je suis en train d'évoquer et les films qui les étayent n'illustrent pas tout simplement l'erreur anthropomorphiste de leurs auteurs, en sachant que nous avons tendance à penser l'anthropomorphisme comme étant un péché absolument capital et ça l'est. L'anthropomorphisme peut souvent servir, voilà, peut souvent limiter la puissance, le pouvoir de certaines propositions scientifiques. Mais je pense qu'il faut faire une différence entre ce qu'on peut appeler l'anthropomorphisme ou le zoomorphisme, d'ailleurs, qu'on voyait dans le passage que j'ai lu de Colette, c'est-à-dire quand elle rapproche la plante de l'animal. C'est comme si cette altérité était tellement de l'ordre de l'inimaginable pour nous qu'on est toujours obligé en fait de rapprocher l'altérité de notre disons modèle ou jauge humaine. Mais il faut distinguer l'anthropomorphisme de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire justement toute la conception, y compris d'un point de vue philosophique, où l'homme est, disons, donc se trouve dans le centre du monde, de l'univers, et qui est, donc cet anthropocentrisme, on le sait bien, est absolument central dans les conceptions dites occidentales. Il y a peut-être toute la pensée amazonienne des indigènes est sans doute pas du tout de l'ordre de l'anthropocentrisme, justement. Et donc souvent, effectivement, l'anthropomorphisme est au service d'une forme d'anthropocentrisme, mais je pense, et donc c'est ma suggestion avant de vous montrer quelques films pour terminer, on peut penser une forme d'anthropomorphisme naïf, voire parfois un anthropomorphisme un peu dangereux qui consisterait tout simplement toujours à effacer l'altérité et à tout vouloir ramener à la question de l'humain. Et on pourrait penser qu'il y a une forme d'anthropomorphisme critique en se disant que, à vrai dire, parce que nous sommes des êtres humains, que le langage lui-même est traversé par la question de l'anthropomorphisme, donc on ne pourra finalement jamais totalement se débarrasser de ça. Mais peut-être qu'on peut envisager des formes d'anthropomorphisme critique qui ne vont pas nécessairement dans le sens d'un anthropocentrisme un peu acéphale ou juste de domination en fait, ou qui serait qui viendrait servir l'idée de domination de l'homme sur la nature, en particulier à une époque aujourd'hui où il semble absolument nécessaire de penser notre rapport avec la nature et avec ces non-humains qui sont les animaux, les plantes, etc. Donc peut-être qu'il y a une forme d'anthropomorphisme critique qui peut tout à fait exister et être développé. Et je pense que le cinéma l'illustre très bien. Je voulais juste faire référence au travail de cette philosophe australienne et militante écoféministe qui s'appelle Val Plumwood. Donc c'est une philosophe. Elle s'est beaucoup posé la question de l'anthropomorphisme et de comment repenser. Donc le livre Environmental Culture, The Ecological Crisis of Reason est un livre qui est paru en 2002. C'est vraiment un ouvrage extrêmement intéressant parce qu'elle se pose la question du comment repenser aujourd'hui et réimaginer
tout notre rapport avec la nature, avec l'environnement, avec ces autres, hein, qui sont les animaux et les plantes. Et donc, il y est beaucoup question de qu'est-ce qu'on fait de l'anthropomorphisme. Et elle va aussi, de façon beaucoup plus complexe que je ne l'ai fait, elle va aussi dans le sens de faire une distinction, de dire que l'anthropomorphisme peut avoir des grades différents. Donc, je vous invite à voilà, découvrir son travail. Et donc, j'aimerais terminer avec des exemples de ce que j'ai appelé l'anthropomorphisme naïf et l'anthropomorphisme critique. Alors, il s'avère que, autant du côté du cinéma scientifique, L'âme des plantes, alors c'est un titre insolite pour un film qui est tourné par des scientifiques en Allemagne, que des films de vulgarisation, comme celui de British Pathé, The Strangler de 1930, comme du côté de chez Walt Disney, Des arbres et des fleurs, 1932, on est vraiment dans une anthropomorphisation constante des plantes. Alors, The Strangler, par exemple, la voix off est très intéressante parce qu'elle, vraiment, on va décrire une plante comme étant criminel né, qu'on rapproche de Jacques l'Étrangleur, dans l'étrangleur, voilà. C'est sûr que, je vais vous montrer ce film en conclusion, c'est sûr que Walt Disney, en particulier avec ses séries des Silly Symphonies des années 30, est totalement dans ce qu'on pourrait appeler donc une forme d'anthropomorphisme naïf. C'est très beau, hein. Bien sûr, Disney est le maître de l'anthropomorphisme et du zoomorphisme, on le sait bien, il suffit de penser à Mickey Mouse. Alors, anthropomorphisme naïf, parce que, justement, pour le coup, toute l'altérité des animaux, des plantes est gommée, tout est ramené au référent humain, à la société humaine, ça se termine par un mariage. Bref, c'est tellement évident et explicite que je ne vais même pas commenter dans le détail, il y aurait beaucoup de choses à dire. Pour l'anthropomorphisme critique, est-ce qu'on pourrait couper le son dans ce film? Parce que du coup, je vais faire le bonimenteur, le commentaire pour... Je commenterai après, c'est un extrait de 2 minutes. Donc, Benoît vient de couper le son, comme ça je peux le commenter. Donc, et je gagnais un tout petit peu de temps. Donc, c'est un film qui est tourné en Allemagne en 1926. C'est étonnant, mais il s'agit d'un film publicitaire. Hein. C'est un film qui est financé par une société d'engrais chimiques et qui va financer un film de 90 minutes qui va surtout donc proposer donc des images en time-lapse, en accéléré, voilà, souvent de la croissance ou de l'éclosion des fleurs. Et la particularité, c'est donc les images qu'on est en train de voir en ce moment avec ces danseurs expressionnistes hein, de l'Opéra national de Berlin qui vont essayer d'imiter les gestes expressifs des plantes. Donc là, on a cette tentative des danseurs, d'aller du côté donc du mouvement végétal et donc de l'expressivité de ce mouvement. J'insiste sur le mot expressivité et expression. J'ai pas le temps vraiment de le développer parce qu'on est en Allemagne dans les années 20 et que l'expressionnisme est particulièrement important, que la question du geste, des rythmes est particulièrement importante, que ce film en particulier va être extrêmement regardé et commenté à la fois par le grand public, par toute une série de philosophes, d'historiens de l'art, mais aussi des biologistes qui s'émerveillent devant ces images et qui disent le cinéma
enfant a réussi à révéler donc l'intentionnalité des gestes expressifs des plantes. Et donc ce vocabulaire commence à circuler. Et donc là, je pense qu'on est plus du côté de cet anthropomorphisme critique, c'est-à-dire cette invitation aussi à relativiser un tout petit peu certaines choses qu'on imaginait jusque-là comme étant exclusif de l'humain, par exemple la question de l'expression, de l'expressivité, voire potentiellement celle de l'intelligence. Pour conclure, parce que je pense que j'ai pris beaucoup de temps, donc là, voilà, c'est la danse, cette danse de l'expression qui est encore une fois très populaire en Allemagne à ce moment-là. Et là encore, la dimension de genre mériterait d'être commentée, le rapprochement entre les femmes et les fleurs. Il y a toute une tradition qui remonte en particulier au XIXe siècle. Je veux juste faire allusion à quelque chose qui s'est passé dans les années 60 et 70 et qui a laissé une trace particulièrement négative dans les recherches en botanique pendant quelques années, qui sont donc les travaux de ce Cleve Baxter, qui était un homme qui travaillait pour la CIA, un spécialiste de détecteur de mensonges. Et un jour, il s'ennuyait dans son bureau, hein, c'est ce qu'il raconte dans un livre, et il décide de brancher donc une plante, un détecteur de mensonges, et il constate, quand il allume son briquet, que la plante réagit. Et là, c'est toute une série de recherches qu'il va entamer, de recherches qui ne sont pas du tout conduites de façon très scientifique. Mais donc l'idée, justement, l'idée d'intelligence végétale va connaître un développement extrêmement important à la fin des années 60 et dans les années 70. Partout. Encore une fois, le contexte est assez intéressant parce que ça se déroule à la fois aux États-Unis mais aussi en Union soviétique dans le cadre de la guerre froide, parce que les soviétiques en fait mènent des recherches depuis les années 60 aussi autour de ces questions d'intelligence végétale. Et quand ils apprennent qu'il y a un membre de la CIA qui fait des recherches, ça stimule encore plus les recherches. Donc à droite, en fait, ça vient d'une encyclopédie pour enfants qui m'appartenait. Et ça, pour moi, ça illustre bien là le pouvoir de dissémination, en fait, de ces théories qui, dans les années 60, vont prendre une allure absolument monumentale, en particulier grâce à ce livre, ou à cause de ce livre, La vie secrète des plantes. Les scientifiques s'essayent de démontrer que ces recherches sont absolument pas scientifiques, que les thèses en particulier sur la capacité parapsychologique des plantes, sont totalement loufoques. Mais c'est un best-seller traduit dans plusieurs langues. Encore une fois, de l'autre côté, donc donc dans le bloc soviétique, les recherches se multiplient. Il y a toute une série de films qu'il faudrait d'ailleurs vraiment montrer dans la continuité de ce que je viens vous rappeler. Là, pour le coup, on est dans une forme d'anthropomorphisme non seulement naïf, mais extrêmement dangereux, que j'illustre ici par ce livre « Plants are like people ». C'est très, vraiment, il y a un disque aussi publié exactement sur ça. Il y a un film, The Secret Life of Plants, qui donc fait l'adaptation de cet ouvrage à l'écran, qui contribue encore une fois à faire circuler ces thèses. Il y a toute une série de disques qui sont publiés dans cette époque-là, de musique pour plantes. Hein, aussi toutes les propositions autour voilà, de la façon dont les plantes réagisseraient en fait à la musique prend aussi une importance à cette époque-là. Et puis, je ne vais pas vous montrer ça, mais c'est vraiment pour rester du côté de ce qu'on pourrait appeler non seulement un anthropomorphisme naïf, mais à vrai dire très nuisible. Et de fait, les recherches sur la question de l'intelligence végétale, entre guillemets, ont beaucoup souffert de la dissémination de ces thèses dans les années 70. Mais donc ces images de Madame Hashimoto qui, au milieu des années 70, au Japon, essaie d'apprendre l'alphabet japonais à son cactus. Donc il y a des images très drôles que vous pouvez regarder sur YouTube de Madame Hashimoto qui répète donc l'alphabet japonais au cactus, qui est donc branché, qui a une série d'électrodes, voilà, qui est branché à une machine, et elle croit que le cactus répète
l'alphabet japonais. Cela se trouve par ailleurs dans le film dont je vous ai parlé. Donc voilà, je vais arrêter là, j'ai beaucoup parlé. Donc vous avez compris, je pense que ce qui est intéressant dans cette médiation technique du cinéma, c'est l'invitation à peut-être justement repenser notre rapport avec la nature, avec les autres, l'autre végétal, repenser aussi notre centralité dans le monde, l'exclusivité que nous avons ou pas de certaines choses, dont l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Justement, c'est tout le débat. Voilà, merci. Alors, par rapport à ce qui précède et qui dégage la dimension poétique et esthétique de finalement, l'anthropomorphisation de la plante, je voudrais, moi, me placer d'emblée sur le terrain de l'altérité, c'est-à-dire le terrain de ce qui est différent, de ce qui est autre, et de voir en quoi la plante est autre. Et ensuite, à l'aune de cela, de revenir sur la métaphore de l'intelligence. Alors, bon, je ne sais pas si vous connaissez cette image, vous avez reconnu un ensemble de plantes. Oui, vous avez peut-être pensé au muséum, mais enfin, il y a surtout des plantes. Numériquement, il y a surtout des plantes. Et vous avez, si vous avez pensé que c'était le muséum, fait cette habituelle erreur, mais erreur de l'habitude, de considérer que la plante est un décor et que ce n'est pas elle que l'on représente quand elle est sur une image. Ce n'est pas le muséum, c'est un ensemble de plantes, et il y a effectivement un bâtiment du muséum. On n'en voit pas plus qu'un, alors que ce sont des plantes. Alors, cette plante, maintenant, regardons-la en elle-même et cessons de la considérer comme un élément du décor ou cessons de la supposer. D'abord, la plante est verte. Et cette couleur-là, vous savez, elle renvoie à son mode d'alimentation, un mode d'alimentation qui est la photosynthèse. La couleur de la plante, c'est une couleur qui est liée à la présence de chlorophylle. Cette chlorophylle se trouve au sein des cellules. Alors, tout comme nous, la plante est faite de cellules et l'ensemble de ces cellules assure le fonctionnement de la plante. Vous avez ici un certain nombre de cellules délimitées de façon polygonale par leur enveloppe, sur laquelle on reviendra. Et il y a ces grains verts qui contiennent la chlorophylle et qui sont les chloroplastes, et qui sont en réalité les lieux de la photosynthèse, c'est-à-dire l'endroit où la capture de l'énergie lumineuse permet de transformer le gaz carbonique en sucre. Alors, c'est assez intéressant ça, parce que ces chloroplastes, qui sont la couleur de la plante, mais qui sont aussi le cœur de son fonctionnement, de son alimentation, ces chloroplastes, on sait aujourd'hui que ce sont des bactéries qui vivent en permanence dans les cellules, qui sont même transmis de génération en génération, et donc la plante abrite un autre qu'elle-même, une bactérie capable de photosynthèse, et c'est comme ça que, bien qu'étant dans l'évolution relativement proche des animaux, les plantes en diffèrent par la capacité de faire la photosynthèse, c'est qu'elles abritent des bactéries qui leur ont conféré cette propriété. Alors on pourrait voir la domestication de ces bactéries qui maintenant prolifèrent dans les cellules de la plante, l'aident à se nourrir, sont aussi nourries par la plante. On pourrait voir là-dedans une forme de domestication et une forme d'intelligence. Après tout, c'est quand même assez sympa d'avoir embarqué la bouffe à bord et d'avoir acquis une certaine autonomie. En réalité, si vous avez vu ou lu la possibilité d'une île de Houellebecq, qui imagine un homme photosynthétique dans l'avenir, ça ne marche pas du tout, parce que ce truc-là n'est pas rentable du tout. Il ne permet pas de dégager beaucoup d'énergie, autant qu'on dégage par exemple le fait de consommer massivement d'autres organismes, et ça ne permet pas de marcher. Ça permet autant à certaines algues de flotter, de se déplacer, mais les déplacements actifs ne sont pas possibles. On n'a pas assez d'énergie pour déplacer l'organisme. Alors c'est intéressant ça, parce que ça va condamner la plante à l'immobilité. Bon, c'est pas très grave. Avec ses racines ou en flottant dans l'eau, elle trouvera d'autres éléments nutritifs. Mais on voit déjà qu'on peut trouver que c'est remarquable. Enfin, il y a un prix à payer pour ça. C'est aussi pas terrible par d'autres aspects. Et ça explique très bien qu'on vit dans un monde où il y a à la fois des organismes qui font la photosynthèse et d'autres qui se contentent de manger les autres, parce que les deux stratégies ont leurs avantages et leurs inconvénients. Nous avons besoin de beaucoup plus d'énergie, moyennant quoi, effectivement, nous savons nous déplacer. La plante aura besoin de moins d'énergie, moyennant quoi, elle ne pourra pas se déplacer. Bon, alors, maintenant, essayons de nous représenter à quoi ressemblaient les ancêtres des plantes. C'est des choses dans lesquelles sont rentrées un jour des bactéries faisant la photosynthèse. Et l'image qu'on s'en fait, c'est la suivante. Voilà un film qui vous montre une amibe
bon, elle fait à peine un millième, ou allez, 10 millièmes de millimètre. Et ces amibes, vous voyez ici, sont en train d'avaler des cellules d'algues. Donc des cellules d'autres organismes qui, eux, font la photosynthèse. Et vous avez ici une paramécie qui a avalé, vous voyez, une algue à l'intérieur, qui est en train de la digérer. Ce sont des prédateurs de petites algues unicellulaires, voilà, qui les ingèrent, mais qui les digèrent. Regardez, là, il y en a une qui est en train de rentrer, une algue qui est en train de rentrer dans cette paramécie et qui va subir la digestion. Et on se dit qu'en fait, les ancêtres des plantes étaient des organismes probablement faits d'une seule cellule qui chassaient des algues et des bactéries photosynthétiques. Comme c'est le cas ici, ça rentrait dans la cellule et c'était digéré dans la cellule. Et puis un jour, c'est l'histoire d'une indigestion en quelque sorte. Ça n'a pas été digéré et les cellules capables de photosynthèse qui ont été ingérées se sont multipliées et transmises à la descendance de cette cellule. Et c'est devenu ces habitants-là sont devenus des composants ordinaires de la cellule. Vous remarquez qu'à ce moment-là, la cellule doit être molle et déformable parce que quand elle avale une proie, elle grossit. Et puis vous voyez que des fois, cette proie a des formes qui lui impose de se déformer. Voilà à quoi ressemblaient sans doute les ancêtres des plantes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les plantes sont très très différentes. Et même leurs cellules sont devenues sans doute très très différentes de ce qu'étaient sans doute leurs ancêtres, parce que pour le coup maintenant, elles n'ont plus à avaler des proies, la nourriture leur vient de l'intérieur, puisque c'est la photosynthèse des plastes, des chloroplastes, qui les nourrissent. Et en fait, il s'est produit une évolution de la cellule végétale qui fait qu'elle est aujourd'hui, et c'est le deuxième point dont je voudrais vous parler, encapsulée. Quand vous touchez vos propres tissus, ou les tissus, les ensembles de cellules dont sont faits votre chat ou votre chien, c'est mou. On ne peut pas dire que le végétal soit mou. Il est parfois souple, mais il n'est jamais mou. Il est même parfois rigide. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est aussi l'autre différence entre l'animalité et la plante. C'est que la plante est souvent beaucoup plus rigide, beaucoup moins souple. Pourquoi? Alors, je ne parle pas de nos os, bien sûr, hein, mais nos cellules vivantes sont souvent molles. Alors, en fait, la plante a des petites capsules autour de chacune de ses cellules. Maintenant qu'elle n'est plus obligée d'accéder à la nourriture, puisque la nourriture lui vient de l'intérieur, elle a pu s'emballer d'une paroi protectrice. Nos cellules, les cellules animales, sont prises dans un gel très mou, qui les relie sans les structurer vraiment, d'où la mollesse de nos tissus. Les cellules végétales vivent dans un cadre complètement différent, dans un cadre pour le coup. Vous avez ici ces cellules végétales qui sont représentées et entre elles, il y a une accumulation moléculaire massive et assez rigide qui va en quelque sorte être l'armature des tissus. Ce qui fait que quand on tâte une plante, c'est plus ferme parce que chaque cellule est prise dans une capsule un peu plus rigide. Alors, regardons un petit peu les matériaux dont sont construits les emballages des plantes. Et intéressons-nous aux parties rigides, c'est-à-dire les nervures des plantes qui par ailleurs sont des plantes herbacées, ou bien carrément le bois des plantes ligneuses. Qu'est-ce que c'est? Alors quand on regarde de très très près le bois, ou les parties rigides des plantes herbacées, c'est souvent des tissus faits de cellules mortes. Les cellules sont mortes en laissant leur capsule. C'est-à-dire que, vous voyez, tous les trous, là, c'est des endroits où il y avait des cellules, elles sont mortes, mais elles ont accumulé avant de mourir une très épaisse capsule, une très épaisse paroi, c'est le mot. Et ici, dans ce bois très grossi, où on voit toutes les cellules, mais il n'y a plus rien de vivant, il n'y a plus que l'emballage, quoi. Eh bien, on voit très bien, parce qu'on l'a coloré à dessin, les deux grands composants de cette capsule, de cette paroi qui entoure les cellules. Il y a en vert un composé extrêmement rigide, la lignine, et en rose, un composé un peu plus souple mais résistant mécaniquement, la cellulose. Alors la cellulose, c'est ce dont sont faites nos feuilles de papier. Vous voyez, c'est résistant, mais c'est mou. Et lignine s'incruste là-dedans et rigidifie l'ensemble, et ça donne le bois. C'est important ces deux molécules parce que finalement, quand on regarde le monde autour de nous, c'est l'essentiel du monde qui nous entoure. Si vous retirez l'eau, c'est 90% de la masse vivante qui nous entoure. Pensez au tronc, pensez aux feuilles. Et les animaux sont portions relativement congrues des écosystèmes. Il y a
peu de matière animale dans les écosystèmes, en moyenne. Bon, alors voilà donc cet emballage-là qu'il y a autour de la plante et qui est un emballage qui va assurer son port, sa rigidité, puis défendre un peu les cellules, des cellules qui n'ont plus à les attraper des proies à l'intérieur puisqu'elles en ont une qui habite à l'intérieur et qui les nourrit. Ça, c'était le deuxième acte un petit peu de la plante, c'est le fait qu'elle est encapsulée et ces capsules sont en fait rigidifiantes et expliquent son port. Alors, troisième point, j'aurais tendance à appeler ça cachetière, vous allez voir pourquoi j'utilise ce mot-là. Le troisième point, je vais essayer de vous le faire comprendre à l'aide de cette photo de rosier, là où on voit très bien, de façon typique, que les jeunes pousses sont rouges. Vous les voyez? Ça, c'est très très commun sur les rosiers. Mais il n'y a pas que les rosiers, hein. Voilà un canélier ici, ces jeunes feuilles, les plus jeunes feuilles, les jeunes pousses sont jaunes. Je vous emmène sous les tropiques où j'ai des pousses de psychotria qui sont bleues et pas encore vertes. Les jeunes feuilles aussi du goyavier ou de la goyave sont rosées. Et là, c'est une jeune pousse de charme pour revenir chez nous. Alors, en fait, il faut bien comprendre que ces jeunes feuilles-là sont des feuilles qui sont encore en train de grandir. Et si vous les touchez, elles sont molles. Ça veut dire que les cellules n'ont pas encore fait la capsule qui va rigidifier l'ensemble. D'accord? Et c'est normal, puisque les tissus grandissent, ils subissent des déformations, et s'ils étaient rigidifiés, ils ne pourraient pas grandir. Donc on est encore dans la phase où là, les tissus se déploient, les feuilles grandissent, et donc comme elles se réorganisent, elles sont encore molles. Elles vont durcir. Et les feuilles du dessous, elles sont dures, elles seront encapsulées. Mais là, celles-là sont molles. Si vous avez envie de manger une feuille, laquelle vous préférez? La feuille qui s'est indurée, avec des nervures bien rigides, et donc déjà du bois, ou bien la feuille molle? Évidemment, la feuille molle. C'est clair. Alors ces feuilles, parce qu'elles ne sont pas protégées, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on mange plutôt les pousses d'endive, les pousses d'asperges, ces tissus mous, là, ils sont protégés en fait parce qu'ils accumulent un composé qui va avoir plusieurs effets. C'est des composés qui sont colorés et qui donc vont déjà protéger la feuille de l'excès de lumière. Oui, parce que les pousses sont souvent en dehors de l'ensemble des feuilles, donc elles sont surexposées à la lumière. Donc déjà, les composés colorés qu'il y a là-dedans ont un rôle de crème solaire. Mais si vous faites ça sur le rosier, là vous ne pouvez pas vous tromper, si vous goûtez une feuille verte, puis une feuille rouge, vous verrez qu'il y a une différence. La feuille rouge est terriblement amère et astringente, c'est-à-dire qu'elle sèche la bouche. Et ça, c'est la signature d'une famille de molécules, les tannins, qu'on a déjà croisé d'ailleurs, parce que la lignine est un tannin en fait. Mais bon. Un tannin qui a la caractéristique d'être complètement indigeste. Et en fait, ces feuilles colorées, non seulement elles sont protégées de l'excès de lumière par les tannins, mais en plus elles sont rendues inconsommables. Et comme ces tannins sont visibles, les animaux évitent les parties colorées. Parce qu'ils apprennent souvent à leurs dépens, au prix de diarrhée, dirais-je, parce que c'est ça que ça provoque, c'est des indigestions, ils ont appris à éviter les parties colorées. Alors même qu'elles sont plus tendres et éventuellement même plus riches en azote, donc plus nourrissantes. Alors ça, c'est très important, parce que finalement, il y a beaucoup de plantes qui sont toxiques. Si vous êtes perdu dans la forêt, vous pouvez très bien attraper n'importe quelle bestiole. Bon, ce sera peut-être un petit peu dur et difficile à manger, mais elle est comestible. Essayez n'importe quelle plante, vous avez 4 chances sur 5 de ne pas y survivre. Les plantes sont bourrées de toxines, et la toxine la plus fréquente, qu'on trouve pratiquement chez toutes les plantes, ce sont les tannins. Ils sont en concentration variable. Mais c'est quand même des trucs extrêmement indigestes. Alors, comment se fait-il que les plantes arrivent à contenir des toxines qui ne les intoxiquent pas elles-mêmes, mais qui intoxiqueront le premier qui broie leur tissu? C'est bizarre quand même, parce que si c'est si toxique que ça, pourquoi est-ce que ce n'est pas toxique pour la plante? C'est une grande différence, hein, la fréquence à laquelle les plantes sont toxiques par rapport à la fréquence à laquelle les animaux sont toxiques. Alors je vous propose qu'on prenne une plante dans laquelle il y a des tannins rouges, c'est l'oignon. Et je suis sûr, l'oignon rouge, vous voyez qu'il y a des assises de cellules qui sont rouges. Et dans cet oignon rouge, moi je suis sûr que vous avez fait cette manip en travaux pratiques au lycée. Hein, quand on monte ça au microscope, on voit très bien quoi? On voit très bien les parois des cellules, vous voyez, qui ne sont pas très épaisses ici, c'est un tissu relativement mou. Le contenu des cellules qui est gris. Et puis au milieu de chaque cellule, un grand compartiment rose qui stocke les tannins, qui ici sont des tannins un peu rose-rouge. Et en fait, ce compartiment-là, c'est là
vacuole. C'est un compartiment qui est complètement isolé du reste de la cellule. Et ce compartiment, vous voyez très bien là, contient les molécules toxiques sans qu'elles soient en contact avec le reste de la cellule. Alors, ça, c'est une autre différence très importante entre finalement les cellules d'animaux et les cellules de plantes. C'est que dans les cellules de plantes, il y a une espèce de gros sac au milieu. Et ce gros sac, je vais vous dire, il est obligé à cause de la paroi. Si vous n'avez pas de paroi et que vous jetez vos déchets dehors, ils seront emportés avec les liquides de l'organisme, ils finiront dans le sang et puis ils seront ensuite excrétés par les reins. Si vous êtes enveloppé d'une coque, vous ne pouvez pas jeter vos déchets dehors, parce qu'ils vont s'accumuler entre vous et la coque. Vous y êtes? Donc en fait, les plantes, les cellules de plantes, jettent leurs déchets dans un grand sac poubelle qui est au milieu de la cellule et qui est bien hermétique pour éviter que les déchets ressortent. Et comme elles ont un sac poubelle à l'intérieur de la cellule, eh bien elles peuvent y entasser aussi des toxines, puisque par construction de ce sac poubelle, ce qui rentre dedans ne ressort pas. Donc c'est un peu cette vacuole, cette zone de stockage est une conséquence du fait qu'elles sont entourées d'une paroi et qu'elles ne peuvent pas rejeter leurs déchets dehors, et elle devient l'endroit où éventuellement stocker les déchets. Alors que les cellules animales balancent leurs déchets dehors dans un espèce de gel où ces déchets vont petit à petit migrer vers le sang ou vers des liquides qui vont renouveler le milieu. Alors c'est vraiment une différence de construction majeure. Elle peut vous paraître compliquée au niveau cellulaire, mais la conclusion, c'est que les plantes sont souvent toxiques alors que les animaux sont rarement toxiques. Ce qui n'est pas grave, parce qu'ils peuvent courir pour se débarrasser de leurs agresseurs. Je voudrais maintenant vous montrer une dernière caractéristique des plantes, c'est qu'elles sont, leurs cellules, leur contenu est uni. Alors, vous avez sans doute entendu parler de l'existence de transmission d'informations qui rappellent la transmission de l'information par les neurones, de la transmission de messages électriques dans la plante. Je vais vous montrer des images où on va opérer différentes agressions sur une plante et on va avoir en couleur verte les signaux électriques qui vont se propager dans la plante. Vous êtes prêts? Alors, le premier film, vous allez voir en bas à gauche, il y a une chenille qui mange la plante. Et vous voyez que ça provoque tout un tas de signaux électriques qui se propagent dans la plante. On recommence? C'est pas très long, hein? Bon. Maintenant, tout autre signal, on va poser en haut à droite une solution de glutamate. Et vous voyez qu'il y a tout un signal électrique qui se propage dans la plante. Alors ces signaux électriques sont à peu près de même nature que ceux de notre système nerveux. Mais vous l'évoquiez juste avant, il n'y a pas de système nerveux chez les plantes. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire, le système nerveux, c'est une espèce de solution boiteuse qu'ont adopté les animaux parce que, comme leurs cellules sont disjointes, pour qu'un signal électrique passe d'une cellule à l'autre, c'est pas trop possible. Donc ils ont fait des cellules très allongées qu'on appelle les neurones, qui vont, par exemple, d'une zone centrale à une zone périphérique, ou d'une zone périphérique à une zone centrale, pour ramener une information. Et l'information électrique circule le long de ces cellules extrêmement allongées. Mais la plante n'a pas besoin de ça, car la plante a une organisation cellulaire tout à fait différente. Alors, je vous montre maintenant l'étendue de... Alors déjà, ce dessin n'est pas parfait. Parce que dans ce dessin, ce que je ne vous ai pas montré, je vous ai bien montré la capsule, je vous ai montré le sac poubelle, mais je ne vous ai pas montré quelque chose d'important, c'est que les cellules sont reliées entre elles par des fins canaux qui passent ponctuellement au travers de la capsule. Et chaque cellule est reliée à toutes ses voisines. Alors je vais essayer de vous montrer ça. On va zoomer en 3D sur ce petit bout de paroi. Vous y êtes? On zoome? C'est parti. Eh bien, vous avez la membrane, qui est vraiment la fine pellicule que nous avons aussi dans nos cellules, qui limite la cellule, qui rentre, vous voyez, qui fait des tubes, qui rentrent dans la paroi et qui se reconnectent à la membrane de la cellule voisine. Vous y êtes? La membrane qui limite cette cellule ici
pénètre dans le tube et devient là la membrane de l'autre cellule. Vous saisissez cette continuité. Il y a des petits tubes qui relient à travers la capsule que j'ai appelée la paroi, qui relient les cellules entre elles. Alors ça porte un nom technique qu'on peut oublier, mais il y a des travées qui assurent une communication, et la membrane d'une plante est aussi celle de la voisine. Je vous montre maintenant une superbe micrographie où on voit en jaune la membrane cellulaire qui borde la paroi, et au niveau de ces trous de communication, vous voyez que la membrane s'engouffre dedans et de l'autre côté, elle devient la membrane de l'autre cellule. Vous y êtes? Eh bien ça a deux conséquences absolument majeures. La première, c'est qu'en fait, il n'y a pas de cellules chez les plantes. Il y a un seul espace avec des communications restreintes entre des sous-portions de cet espace. Mais vous pouvez aller d'une cellule à l'autre en passant par les trous. Il n'y a pas de limite, alors que nos cellules sont complètement séparées les unes des autres. La première conséquence majeure, c'est qu'il n'y a pas de cancer chez les plantes. Le cancer, c'est quand une cellule prolifère, prend des ressources pour elle et fait plus de descendants que les autres. Mais là, il n'y a pas de cellules séparées, en fait. Ce sont ce qu'on appelle les cellules des plantes, ce sont en fait des portions d'une seule gigantesque cellule. Et personne, aucun de ces espaces ne peut s'approprier des réserves, puisque les réserves passent très bien par les travées qui relient cet espace-là à ses voisins. Vous saisissez ça? On parle commodément de cellules, mais en réalité, ce sont que des portions d'une seule gigantesque cellule dont est faite la plante. Et du coup, aucune ne peut s'approprier les réserves et commencer à proliférer au détriment des autres, puisqu'elle est les autres, puisqu'elle est un morceau de l'ensemble de toutes les autres. Ces communications entre cellules font qu'il n'y a pas de dérive égoïste possible, et que quand il y a des proliférations chez les plantes, ce sont des proliférations induites par des parasites. Ce ne sont jamais des proliférations spontanées. C'est assez énorme, hein. Alors là, vous dites qu'effectivement, c'est une organisation qui est assez forte parce qu'elle évite finalement les dérives qui peuvent détruire l'organisme quand une cellule se met à proliférer aux dépens des autres. Bon. Mais aussi, l'idée, c'est que quand vous avez les influx électriques, les activités électriques se propagent le long des cellules dans les membranes. Par exemple, le long de la membrane qui entoure votre neurone. Mais ici, l'activité électrique qui est dans la première cellule du bas, quand elle arrive ici, elle passe dans la suivante et elle passe dans la cellule voisine. Et de cette cellule voisine, elle passera dans les cellules voisines. Et donc, par construction, comme les cellules partagent la même membrane, quand l'une d'entre elles a une activité électrique, ça se transmet aux autres. Il n'y a pas besoin de neurones pour transmettre de l'information électrique. Et donc, vous avez des transmissions d'informations qui peuvent se faire. C'est la deuxième conclusion. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est à quel point les cellules n'étaient pas vraiment des cellules, mais elles étaient connectées entre elles. Ce qui fait que finalement, comme elles sont toutes connectées, aucune ne peut avoir de dérive égoïste, il n'y a pas de cancer. Et deuxièmement, comme elles sont connectées entre elles, quand l'une a une activité électrique, elle la refile à ses voisines, et de proche en proche, l'activité électrique, comme vous l'avez vu lors du broutage par les chenilles, quand il y a une activité électrique qui est induite par une molécule ou un choc ou une blessure, elle se transmet immédiatement à toutes les cellules voisines, qui sont un peu elles-mêmes. Chaque cellule est un peu sa voisine aussi. Et donc, cette construction-là fait qu'on peut propager de l'information très facilement partout, sans neurones. Et ça fait que la plante fonctionne vraiment différemment de l'animal, non? Revenons au point de départ. C'est ça qu'on vient de décrire. Alors, je sais bien qu'effectivement, ici, le passage par la cellule n'est pas simple, mais vous avez remarqué que la construction est totalement différente. Que ce soit autour de la nutrition, que ce soit autour des communications entre les cellules ou de la structuration de l'organisme. Alors à chaque fois, on peut se dire que tout ça est absolument superbe. Ça, on peut éprouver ce sentiment que c'est esthétique. On peut attribuer ça à de l'intelligence, mais moi je parlerais surtout d'adaptation, une adaptation à l'une des solutions possibles pour manger, adaptation à l'une des solutions possibles pour protéger les cellules, adaptation à l'une des solutions possibles pour se protéger quand on est immobile, je pense ici à l'accumulation dans la vacuole de toxines. Finalement, le mot d'adaptation suffit. C'est une des façons possibles de remplir les fonctions du vivant. Et je n'ai pas eu besoin, dans mon discours, de mobiliser le concept d'intelligence. Et ce que j'ai surtout essayé de faire, c'est de vous montrer que la plante
c'est une plante avant tout, c'est pas fait comme un animal, et qu'on peut comprendre un certain nombre de ses propriétés et d'observations assez courantes ou moins courantes, on peut très bien le comprendre en l'interprétant en elle-même. Et c'est ça que j'ai essayé de défendre. C'est pas un chemin commode. Pourquoi? Parce que, soyons francs, la vacuole, la paroi, les plasmodesmes, j'ai à peine osé proposer, c'est peu commode, peu intuitif. Oui, c'est pas nous. C'est très différent de nous. Mais enfin, cette différence bâtit ce qu'est la plante. Et j'ai un certain agacement en voyant rabattre dans l'animalité les propriétés de la plante. À entendre parler de coopération ou d'entraide entre les plantes, ça arrive, mais c'est quand même pas l'entraide au sens où on l'entend, ou l'entendent en tout cas ceux à qui on parle quand on dit ça. Et de même, quand on parle d'intelligence des plantes, c'est vouloir approcher la plante par le truchement de quelque chose qui est une propriété animale. Que ça s'exprime peu ou prou dans la plante, peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce que la plante est d'autre et qu'elle est elle-même. Car là, il y aura plus matière à la comprendre, philosophiquement peut-être aussi à la respecter, et aussi techniquement à la manipuler ou à la faire pousser. Et ça, c'est important pour nourrir l'humanité. Donc, quelque part, la plante est une plante avant tout, il faut la prendre comme une plante aussi. Et bien sûr, il y a, en termes de motiver les gens ou d'expliquer certaines choses, un vrai pouvoir autour de la métaphore. Bien sûr, l'intelligence des plantes, c'est motivant pour le lecteur et ça peut expliquer des choses. Mais la plante ne se résumera pas à ça. Et trop souvent aujourd'hui, on l'entend, et je le découvre dans les années 70, donc on la voit résumée à ça. Alors à ce point, je pourrais faire de la publicité pour un livre sur les tanins que je viens de publier, qui au passage dessine la plante comme une plante et essaie de dessiner les conséquences de ça au niveau écologique et d'un certain nombre de traits culturels chez l'homme. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Il faut avoir le courage de comprendre les choses pour ce qu'elles sont en elles-mêmes. On ne peut pas tout comprendre à l'aide de l'anthropomorphisme. On peut y trouver une source d'inspiration, on peut y trouver une source d'explication, mais il faut retourner à la racine des choses et essayer de, à mon sens, comprendre ce qu'est la plante en elle-même. Le chemin n'est pas simple, mais le chemin n'est pas simple qui mène à comprendre le monde ou à y agir de la façon la plus efficace et la moins bordélique possible. Et quelque part, nos sociétés ont bien du mal, que ce soit face à la plante, et là c'est pas très grave, ou face aux écosystèmes, et là ça devient très grave, ou face aux logiques globales, au cycle de la matière ou au climat. Notre espèce a bien du mal à y voir autre chose que la projection d'elle-même. Croire en l'intelligence des plantes, c'est refaire cette erreur qui nous a foutu dedans autour du climat, qui est de ne pas voir qu'il y a une autre logique que la nôtre propre. Et croire en l'intelligence des plantes, c'est d'une certaine façon, pour moi, là je suis en train de défendre mon point de vue, c'est vouloir plaquer sur la plante quelque chose qui n'est pas nécessairement un composé de plante. Je vais tout de suite vous l'illustrer. Vous savez que les poissons respirent avec des branchies. Eh bien, si vous voulez une autre belle métaphore, parlons des branchies de l'homme. Mettez votre tête sous l'eau pendant 1 minute et venez m'en parler après. Alors, il y a beaucoup de points sur lesquels j'ai envie de revenir. J'imagine que vous aussi, enfin ceux qui veulent partir, bien sûr. Alors, ce micro est horrible. J'avais envie, avant de vous laisser la parole, bien sûr, de peut-être revenir sur quelques points, en remerciant Marc-André d'avoir s'être prêté à l'exercice de l'intervention dans le cadre de la fête de la science. Tu as plutôt l'habitude de parler à un public d'étudiants, mais aussi d'enseignants. Donc tu es un infatigable pédagogue et tu transmets aussi beaucoup de choses. Donc merci beaucoup d'être venu ce samedi. Puis merci aussi beaucoup, Teresa, évidemment, de s'être prêtée aussi à cet exercice qui consiste à condenser toi aussi tout ton travail de recherche, de chercheuse en cinéma, pour essayer de l'adapter à un discours aussi scientifique. Donc c'est peut-être pas évident, tu as pris des précautions dont je te remercie. Donc voilà, c'est le moment où l'art et la science se parlent, aimablement si possible. Moi j'avais envie de manière très spontanée, très rapide,
pour peut-être que le dialogue entre Marc-André et Teresa puisse s'installer, de revenir sur cet extrait du film de Disney que tu as proposé, qui a fait beaucoup réagir aussi. C'était un plaisir de revoir ça, les Silly Symphonies, qui effectivement sont pour la plupart trouvables sur Internet. On avait déjà d'ailleurs programmé ces films-là il y a quelques années. Et moi, lorsque j'ai vu cet extrait avec vous, j'ai noté que cet extrait, en fait, même si effectivement Walt Disney ne refuse rien en matière d'anthropomorphisme et voire d'anthropocentrisme, mais c'est une illustration assez idéale je m'adresse à Marc-André, d'une éventuelle entraide qui peut exister au sein du monde végétal. J'ai trouvé ça intéressant alors, il faudrait être précis, que ces champignons se fassent aider par des mousses ou des lichens. Enfin là, je dis absolument n'importe quoi, mais c'est une manière peut-être de rentrer en piste par rapport à cette cohabitation. On va bien sûr aborder cette cohabitation nécessaire entre l'humain et le non-humain, mais peut-être qu'à l'intérieur du végétal, il y a aussi des collaborations qui me semblent intéressantes à décrire, et on va se rapprocher peu à peu de notions peut-être pas d'intelligence, mais d'essayer de relations, en tout cas, qui peuvent se tisser entre des éléments. Alors, bon, nul ne songe à nier qu'il y a de l'entraide dans le monde vivant. Dans la société humaine, il y a de l'entraide. Hein. Bon, il y a aussi, malgré une philosophie qui est basée sur l'entraide, je pense qu'on pense tous que c'est recevable. Enfin, on vit tous dans une ville où les gens dorment dehors. Certaines personnes dorment dehors, d'une part, et puis on vit proche de pays où ça se passe très très mal et où éventuellement les gens n'ont pas assez à manger, même si on a cette vision de l'entraide comme un absolu. Donc même dans les sociétés humaines comme la nôtre, où l'entraide est vécue comme un principe philosophique et moral majeur, on a des exceptions. Maintenant, quand on va en forêt, quand on va, même dans une prairie, on a effectivement de l'entraide entre certains végétaux. C'est très clair. Ça arrive aussi. Par contre, on a aussi de la compétition, on a aussi des relations parasitaires. Et arrêtons-nous un instant sur la forêt, qui est quand même une cathédrale de compétition. Enfin, je veux dire, regardez cette énergie qui est foutue juste à pousser les feuilles en haut. Cette énergie sous forme de matière. Hein. Quand je vois une forêt par rapport à une prairie, je vois beaucoup plus la compétition. C'est pour ça que c'est paradoxal que la forêt ait véhiculé une heuristique de la coopération. C'est parce que c'est quand même l'endroit où on voit le mieux la compétition. C'est tout ce bois, toute cette énergie immobilisée sous forme de matière, de cellulose et de lignine, qui ne servira pas à faire des descendants. Alors que dans l'évolution, on a d'autant plus de chances d'avoir du succès qu'on a de descendants. Ben là, on a des plantes qui sont obligées, mais parce qu'elles le sont toutes, en train de faire du bois, qui sont obligées de faire un maximum de bois, c'est-à-dire moins de descendants, plus de biomasse, non reproductrice, pour arriver jusqu'à la lumière. C'est un gâchis total. Elles pourraient toutes se mettre d'accord pour ne pas faire de tronc et faire leurs graines à 10 cm du sol, en se répartissant l'espace. Ben non. Donc, en fait, à côté de ça, effectivement, elles vivent avec des champignons qui les nourrissent et qu'elles nourrissent. Et c'est ce sur quoi travaillent mes équipes de recherche. Cette symbiose entre les champignons du sol et les racines. Donc, il y a aussi de la coopération. Mais il y a toujours les deux. Si on en oublie un, on ne se prépare pas à gérer le monde tel qu'il est. Au fait, est-ce que cette leçon ne vaut pas pour les sociétés humaines ? J'ai lu lors de mes recherches pour préparer cette séance un exemple d'une plante qui était attaquée par des moucherons et les abeilles sont intervenues pour protéger la plante et donc manger les moucherons. C'est un exemple qu'on peut imaginer assez isolé, mais qu'est-ce que ça dit ça ? Est-ce que ça, faut bien, on a bien compris, faire attention à ne pas généraliser, mais voilà, j'ai envie de te faire avancer un peu sur ça, sur cette coopération, et qui me semble assez passionnante. Je ne voudrais pas monopoliser le micro autour de ça, mais c'est sûr qu'à un moment, l'intérêt des uns passe par celui des autres.
Et vous avez beaucoup de... nous-mêmes, nous sommes habités de microbes, par exemple, qui, en partie, contribuent à nous protéger de l'invasion de microbes indésirables, ou, dans notre tube digestif, détoxifier un certain nombre de substances. Ce qui est moins drôle, c'est qu'on commence à découvrir qu'ils détoxifient aussi ils modifient aussi un certain nombre de médicaments et qui font qu'on n'est pas égaux devant les médications à cause de ça. Mais donc, pour eux, quelque part, la bonne santé de leur hôte, c'est leur santé à eux, parce qu'ils ne vivent que là. Donc, quelque part, il y a des fois des alignements partiels d'intérêts qui font qu'effectivement, la coopération est sélectionnée dans l'évolution. Effectivement, pour une bactérie qui vit dans le tube digestif humain, elle fera d'autant plus de descendants qu'elle aura des traits qui aideront cet individu humain à ne pas tomber malade et à continuer à nourrir, en mangeant lui-même, ces bactéries. Donc il y a des alignements possibles. Mais tout n'est pas aligné. Et c'est à l'intersection des interactions négatives entre espèces et des interactions positives que se déploie le réel. Avant de vous laisser la parole, j'ai envie d'interroger Teresa sur cette question de la révélation que permet le cinéma. C'est une phrase merveilleuse, quoi. Enfin, il y a eu plusieurs phrases comme ça dans la bouche de Marc-André, puis de toi, qui étaient assez merveilleuses, quoi. Et cette phrase qui consiste à dire que le cinéma révèle, l'est, vraiment. Et est-ce que tu pourrais peut-être, alors à toi de voir le temps que tu as envie d'y consacrer, mais revenir brièvement sur cette époque incroyable où le cinéma et la science marchaient main dans la main, et que des vraies découvertes scientifiques pouvaient avoir lieu grâce au truchement du cinéma, le cinéma balbutiant. Là, on est dans les années 10-20. Je te laisse peut-être préciser ça. Oui, bon, je pense que je vous ai parlé de cette idée d'élargissement du champ du visible, et effectivement, c'est l'idée de voir plus, de voir autrement, de voir pendant plus longtemps, de voir dans la durée, des choses qu'on ne peut pas nécessairement, on pouvait pas nécessairement voir dans la durée, soit parce que ça se passe trop vite pour que l'œil humain le repère. Donc toute la question aussi de la manipulation de cette matière-temps. Donc le cinéma est absolument, c'est en art du temps. Donc dans ces premières années du XXe siècle, parce que les spectateurs découvrent en fait cette machine et cet appareil auquel nous sommes aujourd'hui habitués. Et cela dit, on reste encore émerveillé devant des images d'accéléré ou de time-lapse. Voilà, ça nous émerveille encore aujourd'hui. Mais de fait, au début du XXe siècle, les spectateurs étaient extrêmement frappés par cette dimension de révélation sur le réel. Alors ça peut ensuite être décliné ou pensé de différentes façons, mais c'est vraiment souvent cette idée que le cinéma, l'appareil, donc cet instrument qui vient appareiller notre vision, donc il y a une dimension de prothèse, ce qu'on appelle la dimension prosthétique du cinéma. Le cinéma a cette capacité de nous donner accès à des dimensions du réel qui n'étaient pas visibles ou audibles plus tard. Mais c'est vraiment la question de la visibilité et du voir certaines choses pour la première fois. Donc la révélation tient à ça aussi, beaucoup. Et pour revenir justement au contexte de ce cinéma dit scientifique, qui est essentiellement pensé pour être utilisé dans un cadre didactique, pédagogique, à vrai dire, les deux choses vont ensemble souvent dans les années 10, 20 et même 30. C'est-à-dire, il s'agit de donner à voir à des étudiants, de donner à voir les choses pour qu'ils les comprennent, pour qu'ils entraînent le regard, etc. Mais en même temps, cette dimension qu'on appelle attractionnelle est très forte. Et ça joue c'est-à-dire cette dimension attractionnelle et les capacités de l'imagination jouent sans doute aussi leur rôle dans la question des connaissances et des productions du savoir. Est-ce que finalement la recrudescence de cette notion d'intelligence végétale, qui apparaît comme ça dans les sciences naturelles, si on y ajoute une recrudescence aussi d'articles de sciences humaines, tu as cité le livre de Emmanuel Ecochia, qui est un philosophe qui s'empare aussi de ces sujets-là. Est-ce que les cultures populaires, est-ce que tout ça forme, là je parle plutôt à Marc-André Sellos, est-ce que tout ça ne forme pas un corpus qui consiste, dont l'intérêt pourrait consister uniquement, et ce qui est déjà très bien, à revaloriser l'importance du végétal. Est-ce qu'on pourrait imaginer un droit du végétal, un droit
droit des plantes qui pourrait apparaître quelques années après ce manifeste pour un droit animal. On se rend enfin compte que, même si on dit parfois des bêtises sur la neurobiologie végétale, hein, tu viens un peu de le démontrer. Voilà, c'est une question assez ouverte. Est-ce que c'est pas bien en fait? C'est un réveil, ça c'est sûr. C'est une façon de redécouvrir finalement ce décor et de lui consacrer plus d'attention. La vraie question est de savoir si c'est un pas vers quelque chose qui libère. Parce qu'au fond, enfin moi je pourrais agir en enseignant, mais je pense qu'on est deux ici. L'enseignement, c'est ce qui libère, idéalement. Et la connaissance, c'est un outil de libération. Je ne sais pas là si ça libère vraiment. Et la question, c'est comment est-ce qu'on rebondit là-dessus pour profiter de ça et faire mieux. Et là, je dois dire que ce soit moi ou mes collègues scientifiques, on n'a pas l'air d'être très bons en com, parce que visiblement, on patine à récupérer la balle. Mais alors, voilà. Mais cela dit, et pour revenir un instant sur les films, bon, ce que tu en disais là, c'est clair. Moi, si je les ai utilisés, là, c'est pour la même raison. C'est montrer l'immontrable par ailleurs, et puis ça a une valeur pédagogique. Enfin, les étudiants, vous savez, en amphi, bon, ils bavardent toujours un peu avec leurs voisins, mais vous leur montrez un film, tout de suite, le bruit baisse dans l'amphi. C'est incroyable. C'est un peu peut-être la génération télé. Moi, j'avais envie de te poser une question. J'avais entendu que certains scientifiques s'étaient indignés, même au début, qu'on puisse utiliser le cinéma à d'autres fins que des fins scientifiques. Il faut rappeler que le cinéma est tout d'abord une invention technique qui vient d'un milieu scientifique. Hein. Les frères Lumière font des recherches dans un cadre très particulier, qui sont des recherches sur les études du mouvement. Donc effectivement, cette conception selon laquelle le cinéma ou le cinématographe n'est pas au service du divertissement, mais au service scientifique, est très très forte dans ces premières années. Après, ça déraille très vite. Mais voilà, très vite, le cinéma devient une forme de divertissement populaire. Même les frères Lumière le font sans avoir beaucoup d'espoir dans leur invention, mais ils le font. Peut-être que je pourrais rajouter quelques éléments. Alors, je les rajoute en tant qu'observatrice et lectrice attentive de toutes de ces références que j'ai citées. Ce qui me semble intéressant, et c'est à la fois un point de dialogue et parfois de crispation, c'est la façon dont certaines recherches scientifiques actuelles du côté de la botanique sont effectivement alors rappropriées au circule, sont vulgarisées et circulent en dehors de leur cadre strictement scientifique et résonnent avec toute une série de préoccupations, d'inquiétudes, d'angoisses qui sont liées à ce que je vais décrire comme étant la crise environnementale et climatique. Et donc, alors beaucoup sous le modèle de l'angoisse, la nécessité de repenser encore une fois le rapport qu'on a avec la nature. Et donc, la forêt n'est plus en décor. Voilà, c'est pas de l'ordre du décor. Il faut repenser comment on est en rapport justement avec la prairie, la forêt. Mais donc, je pense que c'est là que ces choses se jouent. Et c'est dans cette circulation qui est parfois contradictoire, tendue, qui peut agacer beaucoup les scientifiques, puisque leurs idées se retrouvent totalement dénaturées et sont reprises, réimaginées, reformulées, anthropomorphisées, etc., etc. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et de très symptomatique du moment dans lequel on se trouve, qui est justement lié à cette crise et à cette nécessité qui est réelle, pour le coup, de repenser aussi ce rapport qu'on peut avoir avec la nature qui est en décor, une marchandise, en rapport de l'ordre de l'extraction des ressources, etc. Je pense à un livre très intéressant que tu connais bien, que je n'ai pas cité, qui est « Être forêt » de Jean-Baptiste Vidalou, sur la question justement aussi de la forêt, alors pour le coup comme modèle politique, pour penser la question des alliances, c'est intéressant. Et donc je pense que ce contexte est effectivement très important. Et qu'il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi aussi certaines métaphores circulent de plus en plus. Et alors, pour revenir aussi sur la question des droits de la plante, alors ce qui me semble intéressant, c'est de penser qu'il y a certains pays, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Équateur, qui ont accordé le statut de personne juridique à des forêts.
ou à des lacs ou à des montagnes, et que par exemple, justement en Équateur, puisque la forêt amazonienne a désormais une personnalité juridique dont les droits sont donc garantis par la Constitution, il s'agit réellement de se poser la question, alors comment protéger la forêt? Comment la forêt souhaite-t-elle être protégée? Et en Équateur, cela passe par la sollicitation des chamans indigènes. Et donc je trouve que ces exemples, donc ça dépasse totalement le cadre strictement scientifique qui a borné notre discussion, c'est-à-dire penser l'intelligence végétale à la fois du point de vue des sciences et de ce travail de la culture populaire. Mais en amont de ça, je pense qu'il y a ce contexte contemporain avec toutes ces contradictions et beaucoup d'angoisse et d'urgence, justement, de nous poser la question, alors comment va-t-on faire désormais Oui, alors, moi je souscris vraiment à ce qui vient d'être dit. Il n'appartient pas à la science de dire ce qui doit être décidé juridiquement ou sociétalement. Simplement, la science borne l'efficacité. Ça, il faut quand même s'en souvenir, les ascenseurs, ils ne montent pas avec des points de vue sur le monde. Et quelque part, ça veut dire que d'un côté, effectivement, il faut rester dans le réaliste, mais d'un autre côté, il y a des choses à revisiter dans notre façon de voir le monde et d'être sensible au monde. Et moi, j'aime bien la façon dont à Lyon, au musée des Confluences, est présentée la classification du monde vivant. Il y a une tentative, qui est un peu maladroite et rapide, parce qu'il n'y a pas assez de place pour ça, de montrer comment les Australiens voient ça, comment certaines tribus d'Afrique voient ça, et de relativiser complètement. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, les Occidentaux sont dans une radicalisation, une opposition du lien société-homme-nature vivant, qui n'est pas du tout général et qui peut-être explique qu'on ait cette si grande hubris, cette agressivité si forte par rapport au milieu. Et il y a des choses à retrouver dans les représentations non occidentales. Ça aussi, c'est vrai. Et j'aimerais, mais je ne le vois pas, que ces mouvements actuels nous préparent à ça. Mais non. Ces mouvements actuels sur l'intelligence des plantes ou l'entraide, c'est des urbains qui sont perdus par rapport au monde naturel et qui essaient de reconstituer une logique du monde, mais qui n'est pas basée sur son observation et sur son altérité, sur son être différent. Alors comme c'est la fête de la science, il me tient à cœur d'aborder l'un des sujets phares du muséum, qui est la bio-inspiration. On a eu un séminaire il y a peu de temps, et puis il y a des programmes qui se développent au sein de l'établissement sur cette question-là. Et voilà, est-ce qu'on pourrait peut-être aller sur ce terrain-là? Est-ce que, parce que tu parles d'adaptation, tu substitues finalement à la notion d'intelligence celle de tu ne substitues rien. Enfin, en tout cas, tu préfères parler de ça plutôt que d'intelligence. Est-ce que en termes de bio-inspiration, est-ce que l'être humain, l'humain pourrait être inspiré par l'adaptabilité du végétal? C'est plutôt pour Marc-André. Moi, j'aurais tendance à botter en touche sur cette question, mais une chose, c'est qu'il y a toujours quand même des liens forts, qu'on le veuille ou non, entre le domaine de la philosophie, et notamment de la philosophie politique au XIXe, et la science, des liens vraiment ambivalents. Quelque part, l'Angleterre a construit son modèle économique d'une façon qui rappelle fâcheusement la façon dont a été construite au début la théorie de l'évolution. Moins d'ailleurs par Darwin que par ses successeurs immédiats. Je pense à Spencer. Quand des philosophes francophones introduisent, Van Beneden, qui est belge, introduit le mutualisme, quand Kropotkin introduit le concept d'entraide, Kropotkin qui est d'abord un biologiste avant d'être un philosophe politique, il le devient après. Ce sont des gens qui essaient d'exporter des modèles politiques dans le monde vivant et d'essayer de trouver une logique, un appui, un support, aidez-moi, une légitimité à ce qu'ils poussent dans le champ sociétal. En disant, mais regardez, la nature, elle est construite comme ça. Ça les pousse d'ailleurs des fois à des excès. Kropotkin dit qu'il n'a jamais rien vu qui ressemble à de la compétition. Mais voilà, donc il y a toujours eu des dialogues, et quelque part, ça veut dire que quelque part, on a besoin d'interdisciplinarité. Je ne suis pas sûr, quand on parle d'intelligence de la plante ou de l'entraide des plantes en forêt,
qu'on trouve cette espèce de nourriture à des sources multiples. Regardez les auteurs, hein, ce sont des forestiers, ce sont des biologistes. J'apprends, mais j'illustre les défauts que je pointe du doigt, mais je ne les ai pas lus. J'apprends qu'il y a quand même quelques philosophes qui s'en sont occupés. Mais on aimerait que ce soit plus interdisciplinaire, cette approche. Je pense, et puisque je m'adresse à un spécialiste de champignons, je pense à une proposition qui circule de plus en plus et qui est une citation qui a été reprise par une philosophe américaine des sciences qui s'appelle Donna Haraway et qui a repris donc cette idée que nous sommes tous des lichens, ou nous sommes toutes des lichens, et pour justement repenser aussi la façon dont l'humain n'existe pas sans que ce soit dans un rapport presque de symbiose, par exemple avec les bactéries. Hein, et je ne sais pas à quel point, voilà, ça je trouve une idée intéressante parce que du coup, elle va pas du côté de l'anthropomorphisme, mais de repenser aussi l'humain en fonction de ces autres modèles. Alors le lichen, je pense que c'est quelque chose de tellement radicalement différent de nous, a priori. Non, mais c'est bon. Ouais. Il y a de la coopération entre des choses qui sont très éloignées évolutivement, autant que peuvent l'être justement une algue et un champignon. C'est pour ça que la métaphore, jusqu'à un certain point, elle peut être utile. Hein, elle provoque, et puis on va garder des choses, pas en garder, et finalement arriver à trouver des traits constants et universalistes du vivant, comme la coopération, comme la compétition aussi. Il y a réellement une heuristique à la métaphore. Le vrai problème, c'est d'arrêter avant que ça devienne un dessin animé de Walt Disney, qui est très bien pour distraire les enfants, qui peut d'ailleurs leur apprendre des choses, mais qui n'est en rien un matériau dont on peut gérer le monde qui nous entoure et nos vies. Mais oui, moi, Dubos avait déjà parlé des comparaisons comme ça avec les lichens qui étaient très très parlantes, même si elles paraissaient provocantes. On peut passer à des questions ou des commentaires, bien sûr, du public. Oui, oui. On est entre nous, si vous voulez. Alors, madame, le micro, c'est bien. Je t'enverrai, si tu veux, ça circule beaucoup. Bonjour. Je voulais juste rebondir sur, compléter un peu ce dont vous avez parlé au sujet du statut des arbres. Il y a effectivement un projet de droit des arbres qui est promu par une association qui s'appelle Arbres et qui défend les arbres remarquables, les alignements d'arbres pour éviter que les arbres ne soient détruits, enfin, ou coupés, ou qu'une route passe au milieu. C'est peut-être une façon, en donnant un statut aux arbres et peut-être à la nature en général. Alors c'est peut-être un peu anthropomorphiste puisque finalement on donne les mêmes droits à nous les humains, mais finalement c'est peut-être aussi une façon de repenser notre relation avec la nature en lui accordant peut-être, ne pas se situer au-dessus d'elle, mais en tant que partie de la nature, en ayant les mêmes droits finalement pour tout le monde. Voilà. Moi, j'ai été approché par cette association. J'ai deux types de réflexions. La première, strictement opérationnelle, c'est est-ce que ça va nous aider à faire quelque chose ? Moi, je ne suis pas convaincu parce que je pense qu'il faut voir les écosystèmes de façon beaucoup plus globale et on a réellement un apprentissage de ce qui nous manque pour avoir des gestions durables à faire qui transcendent ça. Et la deuxième chose, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le droit pour les pâquerettes. Les arbres, c'est des trucs, hein, c'est des espèces de... Enfin, c'est un gros défaut, l'arbre. C'est que ça se reproduit lentement. Les arbres, ils sont en train tous de se faire flinguer les uns après les autres. La calarose du frêne, la maladie de l'orme, le chancre coloré du platane, les nématodes qui détruisent les pins sont arrivés au Portugal. Nos enfants verront sans doute une France sans forêt. Il faut le savoir, ça. Parce qu'ils évoluent trop lentement pour s'adapter aux maladies cryptogamiques qui débarquent de l'étranger. Cryptogamiques ou... Non. Il y a des défauts au fait d'être un arbre. Alors après, c'est beau. En fait, notre amour pour les arbres, c'est cette espèce de façon dont on voit que le macro. On voit que ce qui est gros. Et en fait, le vivant, il est petit. Et donc, non seulement je ne suis pas sûr que ça va nous apprendre, c'était mon premier point, à voir plus la nature, être plus efficace,
Mais le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que ça entérine cette incapacité à voir le petit. Or, le petit, c'est la cheville ouvrière des écosystèmes. C'est toutes les bactéries qui font tourner les cycles de l'azote, qui font tourner les cycles du fer, qui produisent l'oxygène qu'on respire. Enfin, et donc, voilà, j'ai cette double inquiétude. Et puis, alors, le tout dernier point, c'est que ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on ait, si on veut faire un droit de l'arbre qui soit un droit de l'arbre. Parce qu'on ne me dira pas que le droit des aborigènes ne peut pas être celui des colons. Ça c'est clair. Ils ont les mêmes droits. Là, il n'y a pas photo. Mais quand on sort de l'espèce, je pense que les droits ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les attentes, les exigences ne sont pas les mêmes. Et ce que j'ai lu ne me permet pas d'envisager que... Je ne sais pas si c'est une bonne idée de prolonger un arbre sénescent, par exemple. Ça nous rappelle Vincent Lambert. Prolonger un arbre sénescent, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je pose la question. Hein. Je crois que c'est un mouvement qui part des humains, qui va vers la nature. Et c'est vrai que ça passe par l'arbre, mais finalement, l'arbre, c'est le parasol qui chapeaute toute la nature, y compris les petites choses qui sont à ses pieds. J'aimerais que ce soit la plus forêt, etc. Je suis bien ton raisonnement, je suis d'accord, mais j'aimerais vraiment que le mouvement qui va vraiment vers toute la nature soit plus clair. Beaucoup de gens adhèrent, mais s'arrêtent à l'arbre. Pour le moment, c'est vrai que ça concerne souvent les arbres de ville, alors qu'en fait, on voudrait protéger tous les arbres, pas seulement les alignements qui sont plantés par des humains, pas seulement les arbres plantés par les humains, etc., mais toutes les forêts, y compris les forêts reconstituées, des forêts primaires, etc., etc. Mais pour ça, on a besoin de limiter notre pouvoir d'humain en attribuant un droit aux arbres, un droit de vivre, je dirais bien, de ne pas être massacré à la tronçonneuse, d'avoir des conditions favorables de vie. Bonjour, je voulais revenir, si vous pouviez un peu approfondir ou dire votre avis sur le fait que la plante, en tant qu'un individu, finalement, il n'y a pas de centre enfin, il n'y a pas le cerveau qui dirige tout. C'est un peu comme si toutes les cellules seraient capables de sentir et de réagir à certains hein, et ça m'intrigue un peu. Vous avez certainement un avis certainement beaucoup plus éclairé. Et là-dessus, si vous pouvez parler un peu plus, parce que c'est un peu... Oui, c'est à vous, monsieur Sellos. J'ai un avis de mycologue. Hein. Moi, je suis surtout intéressé par les champignons. Donc. Mais je peux dire la même chose pour les champignons que ce que je vais dire pour les plantes, c'est qu'effectivement, les logiques de ces organismes-là sont des logiques polycentriques. Oui, voilà. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'organe vital. Ça supporte le morcellement. C'est le bouturage, c'est quand on coupe un tronc, il y a des pousses qui repartent. Et il n'y a pas... il y a une sorte de répétitivité du plan d'organisation. Il y a plusieurs feuilles, vous voyez, plusieurs bourgeons, plusieurs tiges, plusieurs racines, qui font qu'il n'y a pas des modules nécessaires comme chez nous. Et ça, c'est vrai en particulier au niveau de la perception du milieu ou au niveau de la capacité à répondre au milieu. C'est-à-dire que n'importe quel... Ah oui, alors non, mais les cellules peuvent être spécialisées. Par exemple, il y a des cellules qui sont spécialisées dans contenir beaucoup de tanins. Vous avez vu votre oignon, hein, il y a des cellules blanches et des cellules rouges. Donc il y a des cellules qui contiennent des tanins, d'autres pas. Donc quelque part, il y a des cellules spécialisées. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les cellules spécialisées partout. Les cellules elles-mêmes peuvent se spécialiser, mais quand vous prenez une portion de la plante, vous allez avoir à peu près tous les types de cellules possibles dans ce coin-là. Alors que si vous prenez un bout de Marc-André, arrachez-moi un bras, vous ne trouverez pas de cellules de foie. Une cellule de cœur. Mais vous avez raison, hein, j'ai listé quelques caractéristiques, mais il y en a plusieurs autres plus macroscopiques qu'on aurait pu prendre et qui sont très différentes de l'animalité aussi. Il y a une question, madame, s'il vous plaît, pour que la parole soit un peu partagée. J'ai une question ici. Permettez-moi de vous rappeler que le droit international a été, en 50 ans, s'est développé d'une façon considérable. Donc, au sujet de ce que vous avez cité, madame, au sujet de l'Islande ou de l'Équateur, il y a deux points très faciles. Il suffit que l'Équateur, avec quelques pays voisins ou quelques pays de l'Amérique du Sud, se mettent d'accord entre eux et se mettent d'accord par un traité international que, décidément, les arbres de cette région seraient protégés de cette façon.
Et à partir de cet accord-là, ils peuvent le transposer à l'ONU, mais aussi à l'Assemblée générale. Les gens, aussi bien les pays de l'Amérique du Sud ou les pays africains, peuvent prendre une résolution qui est tout à fait facile. Et l'histoire nous a montré que le droit international a commencé par des résolutions en s'accumulant. Les États, une fois votés, les peuples demandent à ce que le droit international soit appliqué. Point. Est-ce que ça appelle un commentaire? Je ne sais pas. Que dire? Il y a une différence entre un traité international qui protège la forêt amazonienne et l'idée que la forêt amazonienne a une personnalité juridique et qu'elle pourrait donc faire un procès contre Bolsonaro. Du point de vue de la loi, c'est intéressant. Mais bien sûr, bien sûr. Donc je rappelais cette idée de la personnalité juridique qui est relativement récente. Est une idée qui me semble malgré tout un peu différente de tous les traités de protection de l'environnement ou de toutes les tentatives que vous aviez évoquées, qui me semblent prolonger un mouvement de conservation et de patrimonialisation de la nature qui pourrait être plus ancien. Je pense que ce qui est, et avec lequel par ailleurs, que je trouve important, mais la question de la personnalité juridique, c'est encore autre chose. Et c'est intéressant que cela ait été fait en Nouvelle-Zélande, en Équateur et en Inde, à ma connaissance, ce sont les 3 pays qui l'ont fait, parce que justement, et en particulier en Nouvelle-Zélande et en Équateur, cela atteste aussi l'influence sur le poids justement des pensées autochtones et dites animistes, voilà, la façon dont on essaie justement d'incorporer ça dans une vision qui est à l'origine très occidentale du droit. Alors, pardon, il y a une question ici, monsieur. Est-ce que vous pourriez préciser la nature des flux qui parcourent la plante? Ce flux peut être à la fois un transport de nutriments, mais aussi un transport d'informations. Dans les 2 vidéos que vous avez présentées, qui sont toutes très différentes, lorsqu'une chenille attaque un bout d'une feuille, manifestement, il y a une information qui se transmet au reste, jusqu'à l'extrémité de la feuille. À l'inverse, quand vous versez une goutte de glutamate, si j'ai bien compris, à un endroit du végétal, celui-ci se transmet. Est-ce que ces flux sont des vibrations, sont vraiment de nature électrique? Est-ce qu'on les mesure? Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce genre de... Alors, il y a 3 grandes circulations de matière dans la plante. L'une est liée à l'ascension de la sève des parties racinaires vers la partie aérienne qui s'évapore dans les feuilles. C'est ce qui fait qu'il fait frais sous les arbres et qu'on a intérêt, par temps de canicule, à avoir des arbres en ville, par exemple, parce que l'évaporation consomme de la chaleur et au fur et à mesure que l'eau s'évapore dans les feuilles, elle est attirée par ce qu'on appelle les vaisseaux du bois ou du xylème. C'est la sève dite brute. Bon, il y a une deuxième sève qui circule dans un autre système qui est la sève dite élaborée, qui est en fait les produits de la photosynthèse de la feuille, qui sont chargés dans des espèces de tuyaux, si on peut dire, qui sont déchargés dans tous les organes qui ont besoin de manger. Les racines, qui ne font pas la photosynthèse, des parties en croissance, des fruits et des graines en formation. Alors ça, c'est des flux, il y a 2 systèmes de tuyauterie, si l'on veut, liquides. L'un de bas en haut, et l'autre de là où est ce produit de la photosynthèse vers là où il y a de la consommation des produits de la photosynthèse. Le 3e flux, qui est oublié de tous les physiologistes, c'est un flux gazeux. Comme mes cellules sont entourées de capsules, il y a des lacunes entre les capsules. Et donc, il y a des petits trous entre les cellules, ce qui ne serait pas possible chez nous. Nos cellules sont dans un gel. Les cellules végétales sont entourées d'une capsule, et éventuellement, cette capsule est un peu délaminée, et il y a un réseau de micro-trous entre les capsules par lesquels diffusent des gaz. Et c'est comme ça en particulier que sort l'oxygène d'une part, qui est produit par la photosynthèse, ou que rentre le CO2 qui va servir à la photosynthèse. Il circule entre les cellules par un réseau de lacunes. Alors ces 3 systèmes circulatoires peuvent permettre des circulations de matière. Maintenant, les circulations d'informations de choses qui ont un sens, c'est-à-dire qui vont, quand une cellule le reçoit, ça va changer son fonctionnement. C'est ça que je vais appeler une information. Il y a 2 types de messages. Il y a les circulations gazeuses. Il y a 3 types. Il y a des hormones qui circulent dans tous les systèmes liquides, comme chez nous, dans le sang.
Il y a des hormones gazeuses chez les plantes qu'il n'y a pas chez nous. Puisqu'il y a tout un réseau de lacunes, on peut faire circuler des hormones gazeuses. Et d'ailleurs, des fois, elles sortent de la plante. Et c'est ça la fameuse histoire que les plantes avertissent les voisines. C'est pas du tout que la plante dit « Ah tiens, dis donc, fais gaffe, il y a des chenilles là, vas-y, active tes défenses anti-chenilles. » C'est pas du tout ça. C'est que la plante, une de ses défenses anti-chenilles, c'est des molécules qui diffusent dans les lacunes gazeuses. Puis quand elles sortent, comme c'est la même hormone que pour la voisine se dit « Tiens, elle reçoit un signal qui pourrait venir d'elle. » C'est ça la fameuse communication gazeuse entre les plantes. C'est une balle perdue de la communication interne. Donc ça, c'est voilà. Et puis la dernière chose, et je l'ai gardé pour la fin, c'est ce qu'on a vu, ce sont ce qu'on appelle techniquement des dépolarisations, c'est-à-dire c'est des phénomènes électriques qui courent le long de la membrane de la cellule, de proche en proche. C'est ça qui était visible dans le film, c'est ça qui se passe le long de nos neurones. Et ça se propage le long des membranes et ça suit passivement la distribution des membranes. Donc dans un neurone, ça part d'un endroit, comme la cellule est allongée, ça court sa membrane et ça arrive à l'autre bout du neurone. Quand vous avez une plante avec un réseau, vous avez vu, ça part dans tous les sens et ça finit par envahir toute la feuille parce que ça va de toutes parts. Monsieur, il y a une question ici. Strictement. On va essayer de faire une question par personne parce que l'heure tourne. Allez-y. Moi, j'aurais une question pour Marc-André Sellos. J'aimerais juste savoir quelle est votre définition précise de l'intelligence, puisqu'on voit souvent des définitions très différentes de ce terme selon les chercheurs qui ne l'entendent pas tous de la même façon. Et donc, quelle est votre définition à vous, comment vous l'entendez, et sur quels critères vous vous basez pour en faire un concept, si je puis dire, propre à l'animal? Je déteste cette question, mais bon... Parce que moi, je n'ai pas besoin d'intelligence, donc me voilà obligé de la définir, alors que, d'abord, ceux qui en parlent la définissent fort peu. Et enfin, Mancuso aussi, quand même, je trouve. Donc là, je parle sous ton contrôle, parce que tu as lu ça avec un œil peut-être plus attentif que le mien. Mais du coup, je me retrouve à devoir définir un truc que je n'utilise pas. Et je voudrais commencer par dire qu'il n'y a pas une définition, il y a toujours plusieurs définitions. Et donc, effectivement, quand on lit Mancuso, j'ai justement par hasard ouvert le livre de Fleur d'Auger à la bibliothèque, enfin à la librairie du muséum, là tout à l'heure, en attendant la conférence, à la page où elle définit l'intelligence. Donc elle a une définition, qui est plus large que celle que j'ai donnée. Pour moi, ce que j'appelle l'intelligence, c'est la capacité à une forme d'abstraction et à créer des représentations du monde extérieur au monde. C'est ma définition, et sur cette base-là, je ne la vois vraiment pas chez les plantes. Mais si vous avez une définition plus large, elle ne sera pas fausse. Les définitions ne sont pas fausses ou vraies, elles sont juste pratiques ou pas. Et simplement, moi, je fais toujours très attention à ce que les définitions ne soient pas trop larges, parce que si elles sont trop larges, tout rentre dans le concept, et le concept cesse d'être un outil opérationnel. Un outil est opérationnel quand il a un peu de spécificité, quand il ne désigne pas tout. Et donc, vous pouvez me trouver d'autres définitions qui ne seront pas fausses, puisqu'une définition n'est ni fausse ni vraie, mais quand vous prenez la mienne, ça patine très vite. On a de l'intelligence chez d'autres animaux que les primates. On en a chez les corbeaux, les corvidés, par exemple. On en a probablement, il semblerait, chez les poulpes. On a des choses qui témoignent d'une capacité à une forme d'abstraction. Mais je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence. Je ne suis même pas sûr que je ne ferais pas rigoler, comme un bossu, un mec qui travaille là-dessus, en vrai. Eh ben, on va simplement remercier Teresa et Marc-André très chaleureusement, même s'il fait assez froid.